d'entretien sur les origines et la situation actuelle du conflit israélo-arabe, nous essaierons pendant ce dernier entretien de dégager un certain nombre de constantes du conflit israélo-arabe et nous essaierons d'évaluer la situation actuelle, la situation stratégique actuelle d'Israël dans les crises qui actuellement se déroulent autour d'Israël et sur les frontières même d'Israël, sinon même à l'intérieur même du pays d'Israël. Je voudrais, pour résumer un petit peu ce que nous avons dit pendant les entretiens précédents, commencer par dire que cela fait 240 ans environ que on pourrait appeler en hébreu Shivat Zion, c'est-à-dire le retour du peuple juif dans sa terre ancestrale, Zion. Cela fait 240 ans que Shivat Zion a commencé et n'a cessé de s'amplifier. Cela fait 150 ans que le sionisme existe. Je rappelle que le sionisme est antérieur à Théodore Herzl, puisque dès les années 1860-1880, il y a déjà eu des philosophes et des rabbins qui ont esquissé le sionisme en tant que mouvement politique de libération du peuple juif. Enfin, cela fait maintenant près de 70 ans que l'État d'Israël existe comme État souverain et que cet État est confronté à une série de guerres qui, malheureusement, ne sont que très partiellement terminées aujourd'hui en 2016. Lorsque nous regardons donc la longue durée sur 240 ans, 150 ans ou 70 ans, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons les constantes suivantes. Premièrement, l'aventure d'Israël est apparue à chaque époque historique comme un pari fou. À chaque époque historique et dans des conditions extrêmement différentes, il a pu apparaître que l'État d'Israël vivait sur une sorte de quitte ou double, de coup de poker permanent. Il est frappant de voir que c'était déjà le raisonnement que pouvaient faire les observateurs internationaux, juifs ou non juifs, lorsque Théodore Herzl, voici maintenant 120 ans, leur parlait de la possibilité de créer un État juif afin d'assurer une solution politique à ce que l'on appelait à l'époque la question juive. À l'époque, il n'y avait que quelques dizaines de milliers de juifs en Eretz Israël, et l'on peut comprendre les inquiétudes ou bien le scepticisme des interlocuteurs de Herzl. Aujourd'hui, Israël est devenu une puissance, disons une petite grande puissance, en tout cas un des pays les plus puissants du Moyen-Orient, quelle que soit la catégorie dans laquelle on le range, en termes économiques, en termes scientifiques, en termes technologiques, en termes militaires, en termes de stabilité. Et néanmoins, nous avons beaucoup d'observateurs qui parlent des dangers qui menacent Israël, de la précarité d'Israël, des risques qu'Israël prend simplement en essayant de défendre son existence ou de se défendre face à des agressions. La deuxième constante, c'est que, en définitive, le principal atout d'Israël sur cette longue durée aura été la foi d'Israël en lui-même et la foi d'Israël dans le destin d'Israël, ce qu'on appelle Netzach Israël, l'éternité et la survie d'Israël. C'est une foi qui
dont les sources sont certainement religieuses. C'est une foi qui est nourrie aussi par une aventure existentielle tout à fait unique, plus que millénaire. Sans cette foi, il est certain que les paris fous dont je parlais à l'instant n'auraient jamais pu être relevés. Et je crois qu'aujourd'hui encore, alors même qu'Israël a considérablement accru sa force matérielle, sa force nationale, il n'en reste pas moins que son atout essentiel, c'est la foi en lui-même, la foi dans les principes qui l'ont toujours guidé, la foi dans le Dieu d'Israël. La troisième constante, c'est que, toujours dans la longue durée, c'est qu'il y a toujours eu une et parfois plusieurs grandes puissances qui ont apporté un soutien à Israël. Je vais en mentionner quelques-unes simplement en passant. La Grande-Bretagne en 1917, la Russie de manière absolument décisive, la Russie soviétique de manière absolument décisive en 1948 pendant la guerre d'indépendance, la France dans les années 50, enfin les États-Unis après 1967. Il y a toujours donc eu une grande puissance ou parfois un ensemble de grandes puissances qui ont apporté à Israël une aide très importante, une aide vitale. Mais nous constatons que ces aides des grandes puissances ont toujours été finalement précaires et révocables. Il n'y a jamais eu d'engagement pérenne de la part d'une grande puissance en faveur d'Israël. Le général de Gaulle, de manière célèbre, disait que les grandes nations, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des alliés et des alliés qui peuvent changer, des alliés ou des partenaires qui peuvent changer selon les époques. Cette leçon de réalisme politique s'applique probablement à toutes les nations du monde, mais s'applique tout particulièrement à Israël. C'est à chaque étape historique une erreur de la part des Israéliens de croire que la grande puissance qui les soutient en ce moment les soutiendra toujours. Il y a des différences entre les grandes puissances. Il est certain, par exemple, qu'Israël a des liens beaucoup plus intimes et étroits avec les États-Unis qu'avec d'autres pays au monde. Il n'en reste pas moins que la puissance américaine elle-même peut être sujette à éclipse en ce qui concerne Israël. Nous voyons qu'en ce moment, c'est purement et simplement une éclipse globale de l'Amérique en tant qu'hyperpuissance qui est en train de marquer non seulement le Proche-Orient, mais la politique mondiale. La quatrième constante, et ça, je crois qu'il faut insister là-dessus, c'est qu'il y a toujours eu une partie de l'environnement arabe ou islamique d'Israël qui n'était pas hostile à Israël. J'ai très longuement insisté dans nos entretiens précédents sur le fait que parmi ceux qu'on a fini par appeler les Palestiniens, les Arabes palestiniens, il y a toujours eu un parti de la paix, un parti de la coopération avec Israël, avec la communauté juive d'Eretz Israël, avec le sionisme, avec Israël. Le fait que ce courant ait été réduit au silence par la terreur jusqu'à aujourd'hui ne retire rien à l'existence de ce courant. Et sur un autre plan, lorsqu'on s'éloigne un petit peu, lorsqu'on va un peu plus loin, il faut se rappeler que le sionisme avait très bien pu conclure une entente et une alliance avec le nationalisme arabe, ce sont les accords Faisal-Weizmann. L'État d'Israël avait conclu une alliance stratégique qui aurait peut-être pu, selon certains scénarios, aboutir à une paix avec le roi Abdallah de Transjordanie, devenu roi de Jordanie.
Plus tard, dans les années 50, 60 et 70, Israël avait de très bonnes relations avec l'Iran du Shah, et elle avait déjà de bonnes relations avec la Turquie, qui ont fini par devenir des relations excellentes dans les années 90 et au début des années 2000. Enfin, depuis quelques années, on constate un rapprochement stratégique très important entre Israël et l'Égypte, d'une part, et les monarchies arabes sunnites. Encore une fois, c'est le fait qu'il y ait toujours dans le monde arabe et islamique un camp qui est disposé à s'entendre et à conclure un partenariat avec Israël. C'est très important, mais c'est comme le soutien des grandes puissances. C'est très important, mais ce n'est pas nécessairement pérenne et ce n'est pas nécessairement définitif. Mais il faut savoir tout de même que cette dimension existe et que Israël doit toujours réfléchir à la possibilité, à travers un dialogue, à travers l'examen des intérêts, même transitoires, il doit toujours réfléchir à la possibilité d'une alliance ou d'un partenariat avec certains de ses voisins arabes ou musulmans. Enfin, la cinquième constante, c'est que le fond du conflit israélo-arabe, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème territorial, ce n'est pas un problème ethnique, c'est un problème de nature religieuse ou idéologique, et ceci vaut à la fois pour l'Orient, c'est-à-dire avant tout le monde islamique, comme pour l'Occident, c'est-à-dire ces grandes puissances de culture chrétienne, les pays européens, la Russie et les États-Unis. Je voudrais, à cet égard, je voudrais citer un texte qui a été publié le 3 février, donc il y a quelques jours seulement, par le journal français Le Monde. Il s'agit d'un manifeste, d'une opinion, mais en fait c'est un manifeste signé par 20 anciens ambassadeurs de France en Israël. Je répète, 20 anciens ambassadeurs de France en Israël. On cherche et on trouve 2 ou 3 anciens ambassadeurs qui n'ont pas signé ce texte, mais concrètement, c'est la quasi-totalité des anciens ambassadeurs d'Israël en France qui ont signé ce texte. Et ce texte, qui s'appelle « Paris et Bruxelles doivent agir pour sauver l'État palestinien », publié, je le répète, le 3 février, donc consultable sur Internet, très facilement consultable sur Internet. Ce texte mérite d'être lu parce que, sous couvert de se préoccuper de la paix au Moyen-Orient et d'un retour à une solution négociée entre Israël et les Palestiniens. En réalité, ce texte est l'un des manifestes antisémites les plus violents que l'on ait pu entendre de la part de hauts fonctionnaires, de responsables français. J'ai eu l'occasion de parler du fameux discours du général de Gaulle en 1967, ce discours terrible dont on retient surtout la phrase « le peuple juif, peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur », mais j'avais souligné que d'autres aspects de ce discours relevaient de l'antisémitisme pur et simple, de la démonologie des protocoles des sages de Sion. Et nous avons exactement la même chose dans ce texte absolument infâme publié par ces 20 ambassadeurs le 3 février. Je noterai par exemple
que le président des États-Unis est présenté comme inféodé à des lobbies pro-israéliens. On dit que l'Europe est inhibée par l'ombre de la Shoah. Nous sommes presque, n'est-ce pas, dans un langage de type Dieudonné. Et d'autre part, le gouvernement israélien actuel, qui est le seul gouvernement démocratique du Moyen-Orient, est présenté comme un gouvernement d'extrême droite et d'extrême droite théocratique, pratiquement l'équivalent de Daesh. Dans ce texte absolument atroce, les ambassadeurs faisant semblant de se préoccuper de l'avenir d'Israël, osent écrire, osent demander que le traité d'association entre Israël et l'Union européenne soit suspendu et que la coopération économique et scientifique entre l'Europe et Israël soit également mise en veilleuse. C'est une véritable déclaration de guerre à l'égard d'Israël et, encore une fois, sur des bases idéologiques qui n'ont rien à voir avec l'analyse du conflit israélo-arabe, qui relève entièrement d'une vision fantasmatique d'Israël et du peuple juif. Donc, je reviens et je répète, ce qui est au cœur du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe ou israélo-islamique, malheureusement, c'est le concept. C'est le concept religieux, c'est le concept idéologique. Tant qu'il n'y aura pas de changement dans les esprits, il n'y aura pas de reconnaissance d'Israël et il n'y aura pas de paix entre Israël et ses voisins. C'est ça la clé essentielle du conflit. Regardons maintenant, si vous voulez bien, la situation actuelle d'Israël. Je passe bien sûr sur le fait que aujourd'hui Israël est en situation de guerre avec certains de ses voisins, proches ou lointains, mais aussi en situation de paix et même de coopération avec d'autres voisins, proches ou lointains. Je vais revenir sur les atouts d'Israël. Et je vais également parler des menaces d'Israël et je ferai ensuite une sorte d'estimation de ce que signifie cette opposition entre des atouts importants et des menaces non moins importantes. Nous allons d'abord regarder les atouts. Les atouts, le premier atout, c'est la stabilité. Israël est un État qui existe, qui fonctionne. Vous savez qu'il y a beaucoup d'États sur la Terre, environ le tiers des États représentés à l'ONU qui sont des États dits faillis, non fonctionnels. Israël est un pays qui fonctionne. C'est, de ce point de vue-là, pratiquement le seul pays de type occidental que l'on peut trouver dans cette région du monde. Israël est une démocratie. Alors là, disons franchement que sur les moins de 200 pays représentés à l'ONU, c'est à peine s'il y a un tiers de pays démocratiques et Israël en fait partie. C'est le seul pays démocratique du Moyen-Orient. Il faudra toujours insister là-dessus. C'est une économie extraordinairement performante. Il y a des inégalités sociales, il y a des différents problèmes que l'on évoque tous les jours, précisément dans le cadre de la démocratie israélienne, mais il n'en reste pas moins que tout cela se passe dans un contexte de réussite économique. Israël est purement et simplement un pays leader en matière de science, en matière de haute technologie, et enfin, Israël est une puissance militaire importante, très importante même, non seulement dans la région, mais même sur le plan mondial. Évidemment, ce n'est pas une puissance que l'on puisse comparer le moins du monde à l'hyperpuissance américaine, par exemple, mais c'est une puissance très, très importante
c'est de loin la puissance militaire la plus complète et la plus capable d'agir dans toute la région du Moyen-Orient. Ce qui ne signifie pas qu'elles doivent nécessairement, bien entendu, agir sans cesse ni intervenir dans n'importe quelle crise du Moyen-Orient. Les menaces. Les menaces, je les résumerai sous la rubrique d'une nécrose, d'une série de nécroses. Nous savons ce que c'est que la nécrose en médecine ou en biologie. La nécrose, c'est quand le processus normal de la vie s'arrête et lorsque des parties croissantes d'un organisme vivant cessent de fonctionner et se mettent à mourir. La nécrose, ce n'est pas la mort, c'est le chemin vers la mort. Nous avons actuellement dans le monde et spécifiquement autour d'Israël, une série de nécroses convergentes. La première nécrose, c'est la nécrose islamiste ou la nécrose du nationalisme arabe, des idéologies mais aussi des comportements qui ont conduit à une situation catastrophique et chaotique dans la plupart des pays de la région. La deuxième nécrose, c'est la montée dans le monde de puissances non démocratiques, notamment les pays post-communistes, la Russie et la Chine. Il est vrai qu'Israël a de bonnes relations économiques et commerciales avec la Chine. Il n'en reste pas moins que la Chine, jusqu'à ce jour, est un pays fondamentalement non démocratique. Donc, sa diplomatie reflète, dans une certaine mesure, son caractère non démocratique. Il y a la nécrose de l'Europe. L'Europe a été l'Europe unie, l'Europe de la paix, l'Europe de la coopération. Ça a été un grand espoir pour les pays sortis de la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant très longtemps, ça a été une grande réussite. Mais nous savons que depuis 20 ou 30 ans, l'Europe ne fonctionne plus. Nous savons que économiquement, elle s'est essoufflée. Nous savons que socialement, elle est confrontée à des crises extrêmement nombreuses, la moindre n'étant pas la crise démographique et son corollaire, la crise liée à l'immigration extra-européenne. L'Europe aussi connaît un déficit de démocratie. L'Europe est également une nécrose et cette nécrose est un danger pour Israël parce que l'Europe, qui ne parvient pas à résoudre la plupart de ses problèmes réels, prétend résoudre, se lance dans l'imaginaire total et prétend imposer à Israël des solutions en matière de processus de paix, en matière de relations avec les Palestiniens. En réalité, l'Europe nécrosée se comporte comme une force de nuisance qui est une menace existentielle réelle pour Israël. Il y a la nécrose onusienne, c'est-à-dire le fait qu'il y a une institution internationale qui s'appelle les Nations Unies, qui est devenue quelque chose de totalement délirant. Elle prétend dire le droit international alors que la plupart des États qui le composent ne sont pas des États de droit et ne sont tout simplement pas des États au sens fonctionnel tout court. Cette ONU n'est pas capable de résoudre les problèmes mondiaux, mais elle est capable de nuire à Israël. Elle est également une puissance de nuisance considérable vis-à-vis d'Israël. Enfin, il y a une dernière nécrose, c'est ce que j'appellerais la gauche mondiale, et j'y inclurais la gauche israélienne. Il y a, à toutes les époques de l'histoire,
des courants idéologiques qui peuvent constituer des menaces pour les civilisations qui les portent. La gauche, autrefois, dans les pays occidentaux et dans les pays non occidentaux, c'était l'aspiration à plus de justice, plus de liberté, plus d'égalité, plus de progrès. Aujourd'hui, la gauche est devenue une sorte de religion, d'adoration de la violence, d'adoration du non-droit. C'est une idéologie de la capitulation, c'est une idéologie d'une certaine manière ultra-conservatrice, puisqu'elle n'est pas capable de mener à bien très souvent les réformes économiques ou sociales qui auraient été dans sa véritable nature. Cette gauche est devenue globalement anti-israélienne. Il y a toujours de ci, de là, un parti de gauche qui n'est pas totalement anti-israélien. À ce jour, par exemple, rappelons que le Parti social-démocrate allemand reste encore relativement ouvert à l'égard d'Israël, il faut le saluer. C'est le cas aussi de quelques autres partis, mais fondamentalement, la gauche mondiale tend à être anti-israélienne. Et il y a un problème qui est celui de la gauche israélienne. La gauche israélienne, nous savons ce que c'est. Elle a été, si j'ose dire autrefois, en fait, la droite israélienne. C'est-à-dire qu'elle a été propriétaire du pays et elle n'a jamais accepté d'être dépossédée du pouvoir, ne serait-ce qu'à travers un jeu d'alternance démocratique à partir de 1977. Cette gauche, comme vous le savez, est très largement dévaluée en Israël même. On peut dire que la gauche traditionnelle a été remplacée par le centre-gauche israélien. Il n'en reste pas moins qu'elle a une très grande capacité de nuisance. Là aussi, nécrose ne signifie pas que l'on n'a pas une capacité de nuisance, bien au contraire, bien au contraire. Lorsque on s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'Europe, par exemple, a pu basculer de son pro-israélisme relatif, mais quand même important, de la guerre des 6 jours à son anti-israélisme actuel, il faut bien reconnaître que ce qui a été décisif, ça a été la délégitimation de tous les gouvernements de droite israéliens par la gauche israélienne ou par l'extrême gauche israélienne ou par leur relais au sein de l'opinion occidentale. On doit le dire tout simplement, le mouvement dit Shalom Arshav, aujourd'hui plus connu sous le nom de J Street en Amérique ou J Cole en Europe, ce mouvement, par le fait même, je ne discute pas ici une seconde la réflexion sur l'utilité ou la nécessité d'évacuer les territoires ou de créer un État palestinien. En soi, ce genre de réflexion est tout à fait légitime. C'est peut-être une option stratégique à considérer, on ne peut pas s'interdire de le considérer, et donc il est tout à fait normal que les experts qui croient que c'est une solution pour Israël aient le droit de l'exposer et de défendre cette solution. Mais ce qui est absolument impensable, ce qui est absolument dangereux pour Israël, ce qui est létal pour Israël, c'est ce que Shalom Arshav et aujourd'hui des mouvements comme J Street font ouvertement, c'est-à-dire du lobbying auprès des pays occidentaux afin que ceux-ci exercent des pressions sur l'État d'Israël et afin que le processus démocratique normal en Israël soit court-circuité par les pressions extérieures. C'est cela qui est totalement inacceptable et c'est cela qui doit être combattu. Lorsque j'essaie de reprendre ce que je viens de dire, eh bien, je crois pouvoir poser l'image suivante. Israël vit dans 2 mondes. Dans un monde réel qui est le monde de l'économie, le monde
de la science, de la technologie, de la démocratie. Dans ce monde-là, Israël est tout à fait accueilli, reconnu et n'a aucun problème à fonctionner et à travailler avec un très grand nombre de partenaires. Pour, encore une fois, simplifier et schématiser les choses, je dirais, je représenterai ce monde par l'OCDE, l'Organisation internationale du développement, qui réunit les pays les plus développés sur le plan économique au monde. Nous savons qu'Israël a été admis à l'OCDE voici maintenant près de 10 ans, par un vote unanime des pays membres. C'est cela le monde réel. Maintenant, il y a l'antimonde. L'antimonde, c'est ce qui regroupe les pays et les États nécrosés, les pays et les États dont l'économie ne fonctionne pas bien, dont les structures étatiques ne fonctionnent pas, dont là où la démocratie n'est qu'un mot, etc., etc. Dans ce monde nécrosé, que l'on peut symboliser par l'ONU, dans ce monde-là, Israël est un pays paria. C'est une situation tout à fait étrange, mais je crois qu'il est quand même rassurant de voir qu'Israël a sa place dans le monde réel, même si il y a un antimonde nécrosé qui lui rejette Israël. Si nous essayons maintenant de réfléchir à l'avenir d'Israël, si nous essayons d'élaborer une stratégie pour la survie d'Israël, qu'est-ce que nous pouvons envisager? Je crois que fondamentalement, Israël, plus encore que dans le passé, doit savoir qu'il n'a de salut que dans l'offensive plutôt que dans la défensive. Quand je dis offensive, je ne veux pas dire, bien entendu, qu'Israël doit faire la guerre à tous ses voisins et accentuer, aggraver le chaos déjà important de la région où il vit. Je dis simplement que Israël doit trouver son salut dans l'affirmation de soi-même plutôt que dans des tentatives de se faire accepter par des interlocuteurs qui très souvent peuvent lui être défavorables. Israël doit s'affirmer. Je pense qu'Israël doit s'affirmer sur le plan national, sur le plan religieux, sur le plan historique, sur le plan biblique, sur le plan du droit international. Nous avons discuté de tout cela dans les entretiens précédents. Je crois qu'il y avait toutes sortes de raisons pour lesquelles les Israéliens, dans le passé, n'ont pas voulu trop insister sur la dimension religieuse de leur retour, sur le fait qu'Israël était bien un État juif, l'État du peuple juif, sur l'héritage biblique, sur le fait que le droit international, et cela depuis la conférence de San Remo, établit totalement la légitimité de la présence israélienne, non seulement dans les frontières de 67, mais jusqu'à la conclusion éventuelle d'un traité de paix sur l'ensemble de la Palestine telle qu'elle a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Israël doit s'affirmer. Vous savez qu'il y a eu un dictateur très important au XXe siècle qui a été extrêmement ambigu vis-à-vis du peuple juif et vis-à-vis d'Israël. D'une certaine façon, il a sauvé le peuple juif en battant Hitler et il a sauvé Israël en lui apportant une aide pendant sa guerre d'indépendance. D'un autre côté, il envisageait d'opérer une déportation massive des Juifs vers la Sibérie qui aurait été comme une seconde Shoah, et il a soutenu les ennemis d'Israël pendant des décennies.
ou du moins sur son héritage, son pays a soutenu les ennemis d'Israël pendant des décennies, ce dictateur c'était Staline. Et Staline, un des personnages les plus terrifiants de l'histoire universelle, il y avait quelque chose que les interlocuteurs qui le connaissaient bien avaient fini par comprendre. C'est que Staline avait du respect pour ceux qui lui tenaient tête. Et je crois que c'est une grande leçon qu'Israël doit retenir. On respectera Israël si Israël est capable de tenir tête, notamment sur le plan des principes, à ses interlocuteurs. Je suis persuadé que le monde islamique sera d'autant plus prêt à reconnaître Israël, à reconnaître le droit du peuple juif sur la terre d'Israël, qu'Israël s'affirmera en termes religieux et selon sa tradition et selon un héritage religieux qui se retrouve dans l'héritage musulman. Je pense également que Israël, dans le même ordre d'idées, doit faire le tri entre les réalités et les mirages. On ne peut pas reprocher aux dirigeants israéliens d'avoir subi à telle ou telle autre époque l'attrait d'une utopie, d'une solution miracle. On ne peut pas reprocher à Rabin d'avoir été séduit par la possibilité d'un compromis à Oslo. Mais ce qui est impardonnable, c'est lorsque l'on constate que on se trouvait en fait devant un mirage. Ce qui est impardonnable, c'est de continuer à faire comme si le mirage était une réalité. Israël doit se forcer à regarder d'abord et avant tout la réalité. Il faut avoir le courage de dire de quel État palestinien êtes-vous en train de nous parler? Où est-ce que vous avez le moindre embryon d'État palestinien? Dites-moi en quoi la situation chaotique qui existe actuellement en Cisjordanie et à Gaza, les territoires accordés à une administration palestinienne en vertu des accords d'Oslo, en quoi cette situation ressemble à un commencement d'État fonctionnel. De toute évidence, on est extrêmement loin de ce que devrait être un État en devenir. De même, arrêtons de parler du monde arabe comme s'il constituait une entité. Il est très clair que le monde arabe est éclaté, que chaque État arabe a ses intérêts. Il est très clair que le monde de l'islam, contrairement à ce que l'islamisme prétend, est lui-même divers et éclaté. Arrêtons de remuer ces fantasmes, attachons-nous uniquement aux réalités. Enfin, si l'on parle des frontières d'Israël, on ne peut pas laisser passer le mensonge total des frontières internationales de 1967. Il n'y a jamais eu de frontières internationales de 1967 et à supposer que les pays occidentaux, la France, les États-Unis soient sérieux quand ils parlent d'une frontière de 67, il faut quand même leur faire remarquer qu'eux-mêmes ne les respectent pas. S'ils les respectaient, nous en avons déjà parlé dans un entretien précédent, ils établiraient par exemple leurs ambassades à Jérusalem-Ouest. Ils ne le font pas parce qu'ils considèrent que même Jérusalem-Ouest ne fait pas partie d'Israël. Donc ils ne reconnaissent pas les frontières de 1967. Donc il faut qu'Israël ait le courage là aussi de sortir des mirages et de dire je veux la réalité, je veux fonder maintenant toute considération sur le Proche-Orient, sur la réalité, et vous ne pouvez pas m'interdire cela parce qu'il en va de mon existence
même. Israël doit se garder de toute provocation, mais Israël doit se garder également de toute concession. Les concessions ne font que renforcer le pire chez l'adversaire. Il faut savoir être ferme, il faut savoir rechercher la paix, ne pas refuser le dialogue, mais il faut savoir aussi refuser les fantasmes et les mirages d'une paix totale, messianique et immédiate. Le faux messie de la paix est le plus dangereux de tous les faux messies qui menacent le peuple juif. Bien entendu, l'un des points sur lesquels Israël doit être extrêmement ferme, c'est le refus total de la notion qui n'a aucun fondement en droit international de droit au retour des réfugiés palestiniens. Et d'autre part, Israël doit être extrêmement ferme sur le fait que son identité est juive et qu'il est totalement fondé à revendiquer le caractère juif de sa propre existence et de son propre État. Comment est-ce que Israël peut travailler dans le sens de cette stratégie? Je pense que Israël, ce qui doit être une priorité pour le peuple israélien, pour les élites israéliennes, pour le gouvernement israélien, pour la démocratie israélienne, c'est de se doter d'instruments pour développer un consensus national en matière stratégique, pour être capable de développer un consensus national en matière géopolitique. Il y avait autrefois en Israël une certaine forme de consensus. Ce consensus, en fait, reposait sur une sorte de malentendu. Il y avait simplement qu'un des partis israéliens, la gauche, le parti travailliste, détenait une sorte de pouvoir de droit divin. C'était un parti non pas unique, mais hégémonique au sein de la démocratie israélienne. Et il se trouvait qu'au même moment, l'opposition de droite, faisait, et c'est admirable, une sorte de sacrifice de soi-même, acceptait de mettre en sourdine ses propres principes dans l'intérêt national du pays et du peuple juif. C'est ce que l'on appelait dans les années 50 et 60 le consensus national qui a pu exister en gros, n'est-ce pas, de Ben Gurion jusqu'à Golda Meir. Ce consensus a volé en éclats lorsque la démocratie israélienne est devenue plus réelle. J'ai insisté il y a quelques minutes sur la tragédie de la gauche israélienne. Je crois qu'aujourd'hui, il est très important que les Israéliens réapprennent à réfléchir en termes de consensus, c'est-à-dire qu'ils acceptent un certain nombre de différences politiques. Il est tout à fait sain et normal qu'il y ait des différences politiques et il ne faut pas s'accuser mutuellement de trahison ou s'accuser mutuellement de putschisme antidémocratique parce qu'on a des opinions différentes. Mais d'un autre côté, il faut quand même être clair sur un certain nombre de principes communs. J'ai indiqué tout à l'heure dans quelle mesure le mouvement de la paix maintenant et ses succès d'années se situent en dehors de tout consensus national de ce type. Parce que ce qu'il y a au cœur de Shalom Arshav, c'est en fait un mépris total pour le processus démocratique intérieur d'Israël. Ce seul point est absolument essentiel et indique donc que ce mouvement n'a rien à voir avec un mouvement réaliste et minimaliste en matière de politique internationale israélienne. C'est bel et bien un mouvement antidémocratique et on peut lui appliquer l'accusation de quasi-putschisme que je dénonçais à l'instant.
Ce consensus national doit être également fondé sur la connaissance, une connaissance approfondie et de l'environnement mondial et de l'environnement moyen-oriental. Sur ce plan, je souhaiterais, s'il m'est permis de donner un conseil aux Israéliens, je souhaiterais que la connaissance du monde arabe et du monde islamique soit un impératif éducatif en Israël. Il faut savoir comprendre ce que signifie un certain langage dans le cadre de des différentes théologies musulmanes et des différentes théopolitiques qui résultent de cette théologie. Il faut comprendre que certains langages de paix sont en fait des langages de guerre. Il faut comprendre aussi qu'il y a peut-être émergence possible d'une paix, mais à condition que certaines conditions soient réunies. Tout cela demande, encore une fois, beaucoup de professionnalisme. Je souhaiterais donc personnellement que les universités israéliennes, mais aussi les centres d'études stratégiques israéliens, donnent beaucoup plus d'importance à l'étude de nos voisins et de nos adversaires. C'est très important. Et de même, je pense que Israël doit analyser sans cesse, s'informer sans cesse sur la réalité de l'évolution mondiale. Nous sommes en 2016, les Chinois disent que nous entrons dans l'année du singe de feu. Il y a beaucoup de sagesse, comme vous le savez, dans la pensée chinoise, et je crois que c'est tout à fait une idée intéressante que celle d'une année du singe de feu. Cela veut dire qu'on entre en fait dans une année de joueurs de poker. De joueurs de poker, et qui dit poker dit aussi poker menteur. C'est-à-dire, nous entrons dans une période où un certain nombre de protagonistes vont s'engager dans des paris insensés et vont peut-être ramasser de très grosses mises simplement en se fondant sur ce que, non pas en chinois mais en hébreu, on appelle la chutzpah. Nous verrons bien si l'année 2016 correspondra à ce qu'en disent les Chinois, mais ce que nous pouvons en tout cas remarquer, c'est que nous sommes à un moment de questions et de points d'interrogation pratiquement dans toutes les régions du monde. L'Europe, nous savons à quel point l'Europe actuellement est en crise. On peut dire pratiquement que la construction européenne commencée en 1945 est en panne totale. Et en fait, cette construction pourrait se défaire dans les années à venir. L'Amérique, nous avons eu l'invraisemblable époque Obama, et aujourd'hui, nous avons une campagne électorale totalement ahurissante où des candidats improbables, tant à droite qu'à gauche, se manifestent. Qui aurait pu croire que Donald Trump caracolerait en tête des candidats républicains? Qui aurait pu croire qu'un personnage tel que Bernie Sanders serait pratiquement en état de concurrencer Hillary Clinton pour l'investiture démocrate? Ceci était inimaginable et pourtant se produit sous nos yeux. Bien entendu, du point de vue israélien, il est très important que l'Amérique redevienne ce qu'elle est, c'est-à-dire la très grande puissance mondiale de notre temps, mais il est important aussi que ce retour à la puissance se fasse sous un leadership, sous un président qui comprenne Israël et qui soit proche d'Israël. Énorme point d'interrogation. Le Proche-Orient, nous savons que le Proche-Orient est dans une situation de chaos total, mais nous savons aussi qu'il y a des renversements totalement invraisemblables au Proche-Orient. Qui aurait pu imaginer que la Turquie de Erdogan,
qui était en train de devenir un des ennemis les plus catégoriques d'Israël, déclarerait du jour au lendemain qu'elle a besoin de l'alliance israélienne. Qui aurait pu imaginer cela il y a quelques mois à peine? Et pourtant, ceci est en train de se passer. Le monde, en général, lui aussi connaît une situation d'interrogation généralisée. Nous savons que la croissance chinoise, qui a été le moteur de l'économie mondiale depuis 30 ans, la croissance chinoise s'est arrêtée. Nous savons que le prix des matières premières s'effondre sur le plan international, que ceci entraîne en fait une situation économique extrêmement difficile pour plus de la moitié des pays sur la Terre. Nous ne savons pas où nous allons. Dans un monde où l'on ne sait pas où l'on va, il est nécessaire d'entretenir ces instruments de navigation. C'est pourquoi je reviens sur ce que je disais il y a quelques minutes. Il est tout à fait essentiel pour Israël en tant que nation, il est absolument essentiel pour le peuple juif de manière plus large de se doter d'instruments d'information et de réflexion du plus haut niveau. Ceci me paraît tout à fait important et urgent. J'ai une confiance totale dans l'avenir d'Israël. Je suis persuadé rationnellement et suprarationnellement de l'ampleur de la réussite israélienne et du nombre d'atouts réels dont Israël dispose. J'ai donc confiance dans l'avenir, mais pour avoir confiance dans l'avenir, il faut aussi refuser les mensonges, ne pas se mentir à soi-même et savoir regarder avec objectivité, attention et intelligence le monde qui nous entoure. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gurfinkel. C'est le moment. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à nous faire? Monique, peut-être une question? Je vais simplement dire que j'étais parfaitement en accord totalement avec l'analyse de M. Gurfinkel. Mais je me pose toujours des questions par rapport à cette fameuse gauche israélienne comment peut-elle agir comme ça? Parce que finalement, elle va à l'encontre même de la survie d'Israël. Comment les Israéliens ont pu se faire piéger dans les accords d'Oslo de façon aussi naïve? J'arrive difficilement à le comprendre. Comment, au fur et à mesure des attentats les uns après les autres, parce que finalement la conséquence de ces accords d'Oslo, plus de désengagement avec M. Sharon, etc., ont provoqué plus de morts que toutes les guerres ensemble, comment cette gauche continue dans cette même voie, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, je dois dire. Et effectivement, là où je suis tout à fait d'accord avec M. Gurfinkel, il est évident que quand on a un ennemi devant soi, la première chose à apprendre, c'est quelle est sa civilisation, quelle est sa langue, comment fonctionnent ses catégories mentales, parce que si on veut lutter contre un ennemi, il faut savoir comment il fonctionne de l'autre côté. Et ça, je suis tout à fait d'accord aussi avec M. Gurfinkel. Merci beaucoup pour vos remarques. Je vous remercie. Elles sont tout à fait. Je souscris tout à fait à toutes vos remarques. En tout cas, j'ai été très contente de vous entendre, effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci M. Gurfinkel pour cette série de cours. On a pu, grâce à vous, avoir, je dirais, beaucoup d'éléments clés pour mieux comprendre maintenant ce conflit israélo-palestinien. Ce conflit, comme vous avez dit, qui est finalement une guerre plutôt religieuse ou idéologique.
Un grand merci à vous, un grand merci à tous les auditeurs. Et vous pouvez retrouver les conférences que vous avez ratées, ou si vous voulez revoir certaines conférences, vous pouvez les retrouver sur notre site lilmod.org. Voilà. Merci à vous tous. Et on a un prochain cours qui sera uniquement jeudi soir. Jeudi soir, on se retrouve avec un cours sur l'éducation par Madame Liad Bach, 20h heure israélienne, 19h heure française, jeudi soir. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci.